Voici, voilà, on se retrouve pour parler de la Super Nintendo. Comment je suis arrivé à la Super Nintendo, en quelle année, avec quel budget déjà, ça va être intéressant ça, de savoir avec quel budget voilà, on a pu se procurer ce genre de console. C'est-à-dire que je vous ai raconté voilà, mon histoire avec la Mega Drive, et la Mega Drive je l'ai autour de juin-juillet 92. On est entre potes, on commence à aller sur Paris, tout ça. Et si vous voulez, moi de mon côté, j'ai des amis qui ont pas mal d'argent. J'ai un ami j'ai des amis qui sont comme moi, voilà, on n'a pas forcément autre monétasse que l'argent des anniversaires ou des échanges, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà 92, c'est la première année sur laquelle voilà, je vais sur le boulevard Voltaire à Paris, tout seul, en prenant le RER. Si vous voulez, les échanges commencent grâce à la Mega Drive, en effet. Et j'ai des potes qui ont déjà la Super Nintendo. Alors j'ai des potes qui ont par exemple les premiers jeux, Rival Turf, F-Zero, Formation Soccer, le jeu de tennis. Je sais pas exactement, j'ai très peu de souvenirs de la Super Nintendo avant, on va dire, octobre, novembre, décembre, parce que les gros jeux arrivent, les gros jeux commencent à arriver. Et pour vous dire, c'est une console en fait qui m'attire pas spécialement, sauf que j'ai un ami voilà, qui lui va déjà sur Paris, il va déjà dans les boutiques d'import, et il a la Super Nintendo US. Alors il a la Super NES US en effet, et il peut avoir en effet des jeux vraiment très très renommés déjà sur la console. Et il a des jeux, on va dire, qui ne sont pas dans les supermarchés communs. C'est-à-dire que vous avez voilà, tous les jeux d'origine, hein, que ça soit Contra Pro Protector ou les Mario Kart, etc., que tout le monde peut avoir. Lui, en fait, son trip avec ses potes, c'est Mortal Kombat, par exemple, dans les salles d'arcade déjà. Donc quand Mortal Kombat sort, boum, on va tous à Paris, on va en RER, on l'accompagne parce que nous on connaît déjà un peu les boutiques, lui il y va, mais bon voilà, il tâtonne un peu. Et pour dire en fait, on va récupérer donc Mortal Kombat, on va récupérer par exemple Dragon Ball Z2 Butoden. Alors ça c'est pour les fans de DBZ, c'est un jeu auquel on joue. On est 3 ou 4 potes en fait, et il y en a qu'un qui peut l'acheter ce jeu là. C'est lui qui l'achète parce que bon, il est dans une famille assez aisée, fils unique, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer un jeu à 690 francs. Surtout que si vous connaissez mon anecdote, c'est un gars en fait, on est allé à Jussieu. Après qu'il a été en rupture de stock sur République, il y a ce fameux Dragon Ball Z de Butoden qui sort sur Paris autour de novembre-décembre 93. Et si vous connaissez mon anecdote, voilà, il arrive durant l'avant-week-end, je crois. Les magasins se font livrer sur scooter venant de Charles de Gaulle au niveau de la douane, et ils ramènent les jeux dans les sacs à dos, les gérants des boutiques. Et si vous voulez, on se retrouve avec une pénurie très rapide parce qu'il y a très peu d'exemplaires qui arrivent sur Paris au final la première semaine. Et mon pote qui a la Super Nintendo US,
on est je vous dis, en décembre 93 environ, eh bien, il va chercher ce DBZ2 sur Paris. Alors on l'aiguille un peu parce qu'il connaît pas forcément bien, même s'il y est allé déjà un tout petit peu. Moi j'ai la Mega Drive depuis 1 an et demi environ, et la Super NES, moi je l'ai pas. C'est-à-dire que lui, il va récupérer ce titre-là, et rien que pour récupérer ce DBZ2 sur Jussieu, parce qu'on a eu en effet des échanges avec des gens qui ont entendu qu'il y en avait là-bas et pas ici, dans certaines boutiques, etc. Donc nous on savait que sur Jussieu, dans le boulevard qui était perpendiculaire en effet, qui vient de Saint-Michel, qui est perpendiculaire à tout ce qui est Stock Games, Core Games, etc. Petite boutique esselée, il y avait à la place du marché à côté d'ailleurs, une petite boutique qui faisait l'angle, et ce DBZ2, en fait, que mon pote a acheté, venait de là-bas, et il avait ramené, pour vous dire, il avait ramené 2-3 jeux pour pouvoir récupérer ce jeu à 690 francs. Il a essayé de négocier au mieux, hein, voilà, la transaction. Les jeux Super NES étaient repris 150-200 francs chacun. Il a dû rajouter de l'argent. En plus, il avait ramené peut-être, je crois, des petits jeux, voilà, qui n'étaient pas forcément intéressants pour lui au niveau affectif, mais des jeux qu'il avait eu depuis le lancement de la console. Alors lui, il avait l'adaptateur AD29. C'était même le AD Fire peut-être qu'il avait, qui te permettait justement de mettre des jeux PAL sur la Super NES US. Il avait acheté sa console d'ailleurs dans une boutique d'import, alors je ne sais plus quelle boutique il avait choisi, mais je crois que c'était peut-être Ultima ou Shoot Again, hein, sur Paris, sachant que Shoot Again c'était quand même une boutique qui était assez éloignée de tous les quartiers parisiens très connus. Et pour vous dire, nous ça nous avait choqué que notre pote, en effet, il aime, il ait envie en fait de mettre 3 jeux Super NES d'occasion qui avaient moins d'1 an pour récupérer ce DBZ2 Butoden. Il en restait un seul dans la boutique, donc pas moyen de négocier. 690 francs à l'époque. Hein, c'est peut-être l'équivalent d'aujourd'hui de 150 € au niveau de l'inflation, voire peut-être plus, je ne sais pas comment vous voyez l'inflation par rapport au franc du côté de chez vous. Et voilà, on est tout content en fait de récupérer ce jeu-là. Nous on rentre, hein, sur la banlieue, et puis on joue au jeu, tout ça. Mon pote est extrêmement satisfait avec le titre, et il adore DBZ, mais il n'est pas fan au point de faire l'aventure en japonais avec la version aventure. Et c'est assez paradoxal parce que ce jeu-là, en fait, lui a fait réaliser que les jeux étaient extrêmement chers, qui étaient bons. Il fallait les acheter en import sur Super Famicom et passer par un marché parallèle. Alors, sur Super Famicom, voilà, tout le monde sait, il y a toujours des petits goodies à l'intérieur, hein, du jeu qui ne sont pas présents parfois, hein, dans la version PAL, avec des petites publicités, hein, que vous avez à l'intérieur de dépliants qui sont toujours hyper sympas. Et puis cette notice qui est à l'intérieur vous montre les coûts disponibles, hein, que vous pouvez faire, hein, pour le jeu. Voilà, les guides de coûts qui sont là, voilà, à l'intérieur. Il y a à peu près tout. Et malgré tout, ce jeu-là, en fait, eh ben, ça va lui faire revendre sa Super NES US, parce qu'il se rend compte que c'est extrêmement cher, que finalement, il a peut-être d'autres priorités dans la vie, hein, par rapport à sa future profession. Et ça lui fait comme un déclic. Et pourtant, à cette époque-là, il y a également ce Mortal Kombat qui arrive en PAL, qui est sorti juste avant, bien sûr, hein, sur la Super NES. Et il est fan des jeux de combat, que ce soit les Street Fighter ou les Mortal Kombat. Et il décide de revendre la console. Alors il me dit, tu sais, au lieu de la vendre à Paris là, aux escrocs des boutiques de Voltaire, hein, parce qu'à l'époque c'était déjà la réputation, parce qu'il te reprenait des consoles vraiment pas chères.
Cela dit, voilà, du côté de Jussieu, peut-être que parfois il reprenait légèrement plus cher les consoles. Cela dit, il me revend donc sa Super NES US, qui est ma première Super Nintendo, je pense, il me la revend du côté de janvier 94, voire fin décembre 93. Parce que c'était plus ou moins les vacances de Noël, je me souviens, et pendant les vacances, justement, je récupère la console. C'est-à-dire que lui, DBZ, il le garde peut-être 3 semaines. Il voit les limites, en fait, par rapport à la langue. Donc, il se dit, ouais, les combats, c'est sympa, tout ça, mais... Bon, il était pas plus hypé que ça. Et puis en effet, nous, en tant que joueurs, surtout un de mes potes était plus fort que lui au jeu de combat, donc il se faisait la tête tout le temps quand on jouait à deux. Bon, c'est un gars, si vous voulez, il nous a fait découvrir des jeux que nous, on pouvait pas avoir. Et il me vend également avec le Tecmo NBA Basketball. Ce sont mes 3 premiers jeux Super Nintendo que j'ai chez moi en décembre 93 ou janvier 94, je sais plus exactement la date. Et pour vous dire, Tecmo NBA Basketball, on y a beaucoup joué chez lui déjà avant qu'il me vende la console, et j'adorais ce jeu de basket qui pour moi était le meilleur jeu dédié à la NBA sur console. Avec dans mes souvenirs, y a les licences, il y a les vrais joueurs, on peut faire le championnat, on peut faire les playoffs, il y a un mode simulation, il y a un mode arcade, il y a un mode tactique, il y a également les pom-pom girls à la mi-temps qui sont digitalisées en animation bien chorégraphiée, et sincèrement en fait il y a des petits dunks en plus à droite à gauche suivant les joueurs que vous prenez. Il n'y a que Jordan qui est qui n'a pas son... Je crois que Jordan, il y a une petite histoire avec son vrai nom, encore une fois. Quoique j'en suis pas forcément sûr avec les souvenirs. Enfin bref, c'est un des premiers jeux qui a le championnat, parce que si vous connaissez l'histoire de Bulls Lakers, Lakers Celtic, il n'y a que les équipes des playoffs, il n'y a pas tous les effectifs. Et ce jeu-là est le premier jeu à avoir les équipes complètes pour le championnat de NBA, avec Bulls versus Blazers et NBA Showdown qui arrivera un peu plus tard. Et pour vous dire, on a un jeu qui est vraiment magnifique. Moi qui adore le basket, à l'époque on regarde Michael Jordan, on regarde les matchs NBA, on regarde donc les matchs également qui passent en clair, parfois à certaines périodes un peu plus tard, hein, du côté de la NBA, les résumés. On est extrêmement content d'avoir un bon jeu de basket et la version 60 Hz. C'est-à-dire que lui déjà, j'ai la chance d'avoir récupéré une console en 60 Hz, une console US, et l'adaptateur AD29 à l'époque, ça te permet également de pouvoir jouer à des jeux, mais très facilement, sans te prendre la tête de savoir si le jeu est zoné, pas zoné ou quoi. Pratiquement tous les jeux PAL passent. J'ai pas souvenir avant peut-être... j'ai pas souvenir en fait avant un certain moment où en effet on a des jeux qui, je crois que c'est à partir de peut-être avril 94, où on a des jeux comme Zombies, ou des jeux comme ça qui posent problème avec la Super NES US et l'adaptateur, qui sont zonés. Les jeux de Konami étaient parfois zonés. Mais pour vous dire, voilà, moi qui aime bien la Super NES, à travers ces jeux-là, parce que moi les jeux PAL, c'est pas pour dire que j'en avais rien à faire, mais les jeux PAL, ils m'attiraient pas du tout. Pour vous dire, voilà, les deux autres jeux que j'achète qui sont compatible avec la console US, et plus tard j'aurai des soucis par exemple une année plus tard avec le Samurai Spirit que j'achète sur version Super Famicom, qui ne passera pas, le Samurai Spirit, voilà, qui est malheureusement zoné et qui ne passait pas avec l'adaptateur sur la Super NES. Donc j'ai dû racheter, par exemple, je vous raconterai ça tout à l'heure, mais voilà, j'ai dû racheter un adaptateur, et j'ai fait également autre chose par la suite. Mais voilà, mais les deux autres jeux que je prends derrière,
avec le Mortal Kombat. Et la chance que j'ai, c'est que en prenant cette console-là en autour de décembre 93, la chance que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui sont déjà là et je peux faire beaucoup d'occasions, je peux récupérer des jeux avec des échanges avec des potes au lycée et bah voilà, il y en a qui me disent qu'il y a Probotector qui est exceptionnel. Donc celui-là en effet j'avais aucun pote qui l'avait et c'est un pote avec lequel bah, je vais au Parc des Princes. Hein, on discute un jour et puis il aime bien les jeux vidéo. Alors à l'époque il n'y avait pas de bons jeux de foot, hein, Formation Soccer, il y a des gars qui l'avaient, mais bon, ce jeu-là sincèrement qui était une copie de ce que faisait Hudson sur la PC Engine en peut-être légèrement mieux, mais c'était pas trop ça. À l'époque, il y a pas mieux que FIFA Soccer Mega Drive, hein, qui arrive autour de septembre, octobre 93, je sais plus exactement la date. Il n'y a pas mieux que ça. Et pour vous dire, le Probotector en version pâle, voilà, c'est la version sur laquelle voilà, je mets la main en occasion à Paris. Celui-là, je le récupère en occasion à Paris. Et bah, je commence à y jouer et tout. Et je crois que je l'avais payé 250 francs d'occasion, quelque chose comme ça. Toujours chez Amilopro. Moi, j'allais du côté de Voltaire, chez Amilopro, qui est l'ancienne boutique de rétro gameplay que vous connaissez aujourd'hui. Hein, également, la structure du magasin est restée la même. Chez Amilopro, c'était pareil, c'était un circuit en L, et vous alliez au fond, et vous aviez en effet une autre porte pour sortir de l'autre côté ensuite, bah là qui est condamné, hein, vous avez vu. Mais le Probotector Alien, en fait, je vous parle de ce titre-là parce que tout simplement, c'est un jeu qui m'a vraiment plu par rapport aux jeux PAL qu'on pouvait avoir sur la console. Et ça, en fait, c'est pas donné à tous les jeux PAL parce que pour moi, d'autres titres qui sont arrivés avant, comme Rival Turf, ça m'avait pas hypé. Et pourtant, Rival Turf, j'y rejoue aujourd'hui, bah, je le trouve vraiment pas mal. Je sais pas pourquoi j'avais pas aimé forcément. Et voilà, il y a un autre titre que je prends à l'échange avec ce pote-là avec lequel je vais sur Paris, hein, c'est Mario Kart. Alors c'est pas ce Mario Kart classique rouge, c'est celui qui est avec la boîte bleue que tout le monde a connu. Moi de mon côté, en fait, j'ai bien aimé Mario Kart. Cela dit, déjà à l'époque, le Mario Kart voilà, me donnait des vertiges et des nausées quand on y jouait plus d'une demi-heure. C'est-à-dire que le jeu, avec ce mode 7 et les kartings qui roulaient très vite et qui tournaient, ça me posait quelques soucis au niveau visibilité et fatigue des yeux à un moment donné. Alors voilà, je vous mets un petit avant-goût de ce Mario Kart sur la Super Nintendo, bah, qui est tout simplement magique pour l'époque, parce que les jeux de course hein, sur la console, bah, c'est un peu la marque de fabrique de la Super NES, avec le mode 7 qui est mis en place pour plein de jeux. Il y aura plein de jeux de course de voiture par rapport à la Mega Drive ou même la NES ou même la Master System qui en ont fait quelques-uns, mais pas autant que sur Super Nintendo où vous allez avoir des courses de Paris-Dakar, des courses de voitures modernes, des courses de drift au Japon sur les autoroutes. Vous allez avoir également des adaptations avec tout ce qui est course de Formule 1, hein, les pole positions, les Human Grand Prix que vous connaissez, et puis également la rivalité que peut exercer deux marques sur la Mega Drive avec le Vroom F1 Championship. Et bien on va avoir une concurrence saine du côté de la Super NES avec ce mode 7 qui est vraiment très très bon. Même les jeux de course vue de haut comme par exemple Exhaust Heat sont vraiment très très bons et apportent quelque chose d'intéressant. Il y aura également dans le futur voilà, des courses de Gran Turismo qui sortiront en vue de haut isométrique, un peu comme Neo Drift hein, sur la Neo Geo, sur la Super Famicom. Cette console-là a vraiment été destinée à faire des choses que les autres consoles ne pouvaient pas faire, et ça,
on peut pas enlever à cette console l'évolution qui a été produite à travers les jeux pour les fans, voilà, de simulation de course et autres jeux qui apportaient une évolution technologique avec ce mode 7. Alors, le Mortal Kombat sur Super Nintendo, c'est un titre au final que pas mal de gens ont aimé, mais ont préféré sur la Mega Drive. Tout simplement parce que sur Mega Drive, vous aviez le sang, maniabilité supérieure, mais Mortal Kombat, attention, sur Super NES, en version US, c'est-à-dire les personnages grands comme sur l'arcade, et également des coups beaucoup plus rapides que la version 50 Hz, c'était pas mal du tout. Cela dit, voilà, moi de mon côté, j'ai fait l'impasse sur tout ce qui était sang à travers le jeu. Et Mortal Kombat, voilà, aujourd'hui, malheureusement, moi j'ai pas gardé ma version d'époque. Hein, voilà. J'ai gardé 6 jeux de ma collection d'époque qui s'est terminée autour de 96. Moi j'ai arrêté de collectionner autour de 96, d'acheter des jeux Super NES en 96, j'ai arrêté. Ça correspond déjà à une grande avancée hein, par rapport à ce qu'on avait eu du côté de la PlayStation 1. Et pour vous dire, voilà, Mortal Kombat, moi j'ai adoré y jouer. Prise en main facile. On a voilà, des personnages qui sont bien liftés à l'image, pas de pixelisation, l'image est propre. Il y a quelques finishings malheureusement qui n'ont plus autant le même impact parce que il n'y a pas ce côté sanguinolent et puis tout ce qui est colonne vertébrale arrachée avec le sang qui gicle, et ben, ça y est plus. Nous on y avait joué en salle d'arcade à Mortal Kombat avec on va dire quelques satisfactions et d'autres déceptions parce que les parties étaient extrêmement courtes. Quand tu joues en fait sur la borne, il y avait marqué quelques coups et quelques astuces pour pouvoir attaquer, projeter, etc. Ça s'arrêtait là. Et au final, en fait, on n'a pas eu une très très grande expérience en tant que joueur parce qu'on regardait les autres jouer. Parce que tout simplement, déjà à l'époque, on était mineurs, on n'était pas majeurs, donc les salles d'arcade, on pouvait y rentrer que seulement en fait si la personne à l'entrée n'était pas trop, comment dire, réceptif par rapport à l'âge qu'on avait et tout. Mais cela dit, après, avec les salles d'arcade comme Sega, la tête dans les nuages et trucs comme ça, et ça s'est démocratisé assez rapidement. Cela dit, les bars cafés, voilà, où tu avais ce genre de borne, c'était pas forcément accessible. Je me souviens y avoir joué en fait à ce Mortal Kombat du côté de Paris, du côté de Châtelet-Les Halles, je sais plus où exactement, mais les bornes étaient à disposition pratiquement au bord du trottoir dans une des salles qui était proche du forum des Halles. Et on avait pu y jouer un tout petit peu avec des potes et tout. On était resté quelques heures. Après, on discutait, on regardait les autres jouer. Mais on n'avait pas envie de mettre de l'argent forcément dans ce genre de truc, mettre 5 francs, 10 francs, etc. Parce qu'on savait que plus tu mettais d'argent, en fait, plus ça se rapprochait du prix d'un jeu qui allait sortir sur console. Donc nous, on n'était pas dans ce délire de dépenser de l'argent, surtout qu'on n'avait pas forcément beaucoup. Mais voyez par exemple voilà, cette projection du kick à travers le torse, ça n'a pas le même effet que dans les salles. Le jeu sur Super Nintendo était très 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 bridé. Cela dit, il fait partie de mes premiers titres. Et moi je suis assez content qu'ils aient rajouté ce fameux niveau bonus qui est présent sur la version Super Nintendo, comme la version de Street Fighter où tu casses en effet la voiture dans le port. Ensuite, voilà, j'ai pas dans mes souvenirs gardé ce jeu très longtemps. J'ai l'utilisé comme monnaie d'échange. Il avait été vendu avec mon pote qui m'avait cédé sa Super NES US, vraiment un super prix, parce qu'il m'avait fait, je crois, le mix entre, vous savez, le prix de rachat de Paris et l'Argus Maximal dans les petites annonces sur les magazines Console Plus. Et joypad, joystick de l'époque. Donc on avait trouvé un accord vraiment très bon et puis il me la vendait tout de suite. Adaptateur, prise secteur et puis en effet les deux manettes. Et la console était en super bêta.
Voilà, et puis ce troisième jeu que j'ai au début de la console, comme je vous l'ai dit, le DBZ Butoden 2, bah moi je suis assez content de le récupérer parce que comme tout le monde le sait, hein, le jeu coûtait extrêmement cher, donc 690 francs, on va dire déjà d'économiser. Je pense sincèrement dans mes souvenirs que j'ai dû acheter la console avec les trois jeux peut-être 800 francs. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'était vraiment un prix d'amis. Hein, voilà, c'est un truc que tu peux pas trouver. En effet, déjà 800 francs, sortir 800 francs après Noël, c'est pas donné à tout le monde. Et je crois que j'avais dû vendre peut-être un ou deux jeux Mega Drive pour me permettre de récupérer avec de l'argent de poche cette console-là. Et bah, ce DBZ, sincèrement, moi j'ai adoré, je l'ai gardé comme je vous l'ai dit pratiquement 10 ans. Là vous voyez une version traduite par les fans pour permettre aux gens aujourd'hui de jouer tranquillement. Mais à l'époque le jeu est intégralement en japonais. C'est-à-dire que déjà dans les menus options tu commences à comprendre avec le temps les options possibles. Tu échanges avec les vendeurs à Paris également qui te disent voilà comment faut faire au niveau des combos, au niveau des touches pour améliorer tes performances. La concentration de Gohan ou de Goku, voilà, c'est génial. C'est une des premières fois où tu vois une grosse évolution dans un jeu vidéo. Déjà par rapport au 1 qui était sorti auparavant sur la Super Famicom. C'est-à-dire qu'au moment où tu as le 2 qui sort en japonais, les Français découvrent le 1. Donc déjà en fait, toi tu as envie, en tant que gamer, d'aller chercher directement le 2 en import. Je vous montre l'adaptateur qui était le meilleur à l'époque. C'est la Defire. Voilà, c'est ta Defire là qui fait passer les Donkey Kong, les Bomberman en import, avec également les DBZ et puis Samurai Spirit qui était également malheureusement zoné. Cela dit, il y a certains jeux, le zonage ne passe pas, comme par exemple Zombies en version PAL. C'était souvent les jeux PAL qui ne passaient pas sur la version de la console US. Cela dit, voilà, j'avais l'adaptateur que m'avait donné mon pote et je pouvais acheter des jeux PAL. Alors, vous voyez ici ce Tecmo NBA Basketball qui est vraiment, je trouve, exceptionnel au niveau déjà présentation et lecture de jeu à travers comment dire, le gameplay. Très simple, très facile de prise en main, les vrais maillots, les vrais joueurs, les stars de l'époque qui sont toutes là, et on a envie en fait de tout de suite faire une partie en match amical quand tout simplement voilà on est avec des potes. Tout le monde dit tu l'as Bulls Lakers ou Bulls Blazers sur la Mega Drive. Je dis attends bouge pas, j'ai un meilleur jeu de basket, tu vas voir, il est pas sorti en France encore. Et puis ça fait partie de l'histoire hein, des meilleurs jeux de basket sur console. Il faut savoir qu'ils l'ont également sorti sur la NES, également en version 8 bits. Et Tecmo a fait une série de jeux comme ça, comme par exemple les Tecmo Baseball, les Tecmo Super Bowl avec la NFL. Et j'ai pas souvenir qu'ils aient fait du hockey sur glace. Alors peut-être qu'ils en ont fait un par-ci par-là au niveau on va dire d'autres consoles et d'autres années. Ça me traverse pas l'esprit qu'ils en aient fait un à un moment donné, mais j'ai adoré ce jeu de basket et puis ces petits menus qui sont très simples. Il y a énormément de statistiques également qui sont présentes au niveau des meilleurs marqueurs de la saison, les lancers francs, les meilleurs défenseurs et tout. C'est vraiment une copie en fait de ce qui se fait dans les retransmissions télévisées façon ESPN à travers la NBA que l'on peut voir. Voilà, vous avez ici par exemple une petite phase de gameplay avec, voilà, je vous montre rapidement en gros, les joueurs qui s'affichent en bas de l'écran. On a la possibilité également d'agrandir la vitesse de jeu. Donc les équipes se déplacent plus rapidement si vous trouvez le jeu pas forcément assez rapide. Et par défaut en 50 Hz, attention, le jeu est peut-être un peu trop lent en effet.
Et cela dit, en 60, la vitesse est extrêmement bien réglée. On a vraiment un jeu qui est au-dessus de ce que faisait Electronic Arts à l'époque. Il n'y a pas photo. Je trouve vraiment les séquences où voilà, on a par exemple des passes laser, des tirs à 3 points ou également des dunks en gros plan qui sont mis en valeur, vraiment exceptionnel pour l'époque. On a des parquets différents suivant où vous jouez, comme le Boston Garden par exemple, hein, qui a c'est vraiment ce parquet vraiment spécial avec des petits carrés bien positionnés comparé aux autres parquets de la NBA. Enfin, je trouve vraiment le jeu intéressant au niveau réalisme et puis fluidité. Alors, Michael Jordan est bien dans le jeu, voilà, on a la confirmation. C'est un titre qui rivalisait de façon supérieure avec ce que faisait Electronic Arts, mais il n'y a pas eu de deuxième version du jeu qui est sortie. Parce que Electronic Arts a racheté les droits de la NBA totalement avec le NBA Showdown. Et on n'a pas pu avoir Tecmo NBA Basketball numéro 2 par exemple. Donc Tecmo s'est fait manger au niveau des droits de la NBA et on n'a pas eu un jeu qui aurait pu être meilleur que celui-là, parce que celui-là c'est le seul jeu dédié au basket de la NBA avec la licence sur console 16 bits. Voilà. Alors là, bouge pas, là, on fait place à un chef-d'œuvre, tout simplement au niveau du gameplay, avec Fatal Fury spécial sur Super Famicom. Pour ma part, le Fatal Fury spécial Super Famicom, ça fait partie également de mes 10 premiers jeux sur la Super Nintendo. Parce que, si vous voulez, ça c'est un titre, quand il sort sur la console, on est hypé à un point autant que pour ma part et mes potes, on est hypé autant que par rapport à Street Fighter 2, parce que ça c'est un jeu que tu vois que sur Neo Geo. Et quand ce jeu-là, bah, il est disponible en effet en version japonaise, c'est à l'époque c'est un jeu qui sort sur Paris à Voltaire et Jussieu, tu peux pas le trouver dans les supermarchés, tu le trouveras largement plus tard autour de 94 dans une version qui sera optimisée heureusement, parce qu'on avait très peur également pour les gens qui l'achetaient que le jeu soit vraiment trop lent. Là le jeu est vraiment exceptionnel au niveau du gameplay. Au niveau des... Comment dire, je trouve que par rapport à la version Neo Geo, on a un truc qui est vraiment sympa, qui pour une fois représente à peu près l'esprit SNK. Parce que par la suite, si les gens connaissent, il y a eu du World Heroes, il y a eu d'autres jeux comme ça qui étaient vraiment pas génialissimes. Mais le Fatal Fury spécial, il est vraiment incroyable. On y a joué, mais pendant... Je crois que je l'ai gardé également très très longtemps ce jeu-là. Pratiquement 9 ou 8 ou 9 ans j'ai dû le garder. Il a fait partie des derniers jeux que j'ai gardé de ma collecte avant que je revende tout autour de 2002-2003. Et pour vous dire, le Fatal Fury spécial, les musiques parfois, on les met simplement pour écouter, tellement c'est mélodieux. La Super NES se mêle parfaitement aux musiques. Le gameplay et les animations sont efficaces. On a un vrai concurrent de Street Fighter 2 pour moi au niveau plaisir de jeu. Pas forcément au niveau, voilà, attention, hein, des attaques, combos, tout ça. Mais il y a des furies, il y a également des enchaînements qui sont possibles, comme on peut voir ici à l'image. C'est très très intéressant. Pour moi, c'est un jeu qui complète ce que Street Fighter 2 n'avait pas encore, on va dire, ne s'était pas aventuré sur ce côté-là avec des furies. Et peut-être que, en effet, le Street Fighter 0 arrive à un moment pour contrer cet esprit qui avait été développé dans les Fatal Fury du côté de SNK. Mais pour le moment, je trouve que quand le jeu sort, c'est un must à avoir dans ta setlist chez toi au niveau de ta collection. On n'a pas un jeu qui a des grands défauts. Peut-être les seuls défauts qu'il puisse avoir, c'est que si jamais tu as vu la version Neo Geo avec les décors, tu peux te dire oui, en effet, sur Super NES, c'est pas exactement ça. Il n'y a pas
peut-être des sprites aussi gros, les décors sont pas aussi peaufinés, mais l'adaptation vraiment est à saluer. On a des personnages à l'arrière qui sont animés de façon superbe. Il y aura également Turtle in Time et Tournament Fighter édition avec les Tortues Ninja qui sortira sur la console et qui aura un gameplay qui parfois se veut limite plagiat de ce qui a été fait sur Fatal Fury, mais en beaucoup moins bien. Mais on retrouve je trouve dans TMNT Fighter des similitudes avec les Fatal Fury. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Cela dit, voilà, j'ai apprécié voilà, comme il se doit cette rivalité on va dire, entre les jeux de combat sur la Super Famicom et la Super NES en pâle quand les jeux sont arrivés. Mais pour vous dire, le Fatal Fury Special est intouchable à l'époque. Il est intouchable. C'est une cartouche déjà qui fait 32 mégas. Il n'y a que Street Fighter 2 Turbo qui rivalise et qui peut battre bien sûr au nombre de personnages de qualité dans le jeu le Fatal Fury Special. Mais on a la sensation, hein, mais je vous dis ça modestement, mais on a la sensation d'avoir enfin la Neo Geo sur Super Nintendo sur différents points et des adaptations qui sont réalisables. Parce que à l'époque, je sais pas si vous connaissez les possesseurs de Neo Geo, mais souvent ces gens-là en fait snobaient notre console. Snowbell, la Super NES, alors la Mega Drive, j'en parle même pas. Il y a Fatal Fury 1 et Fatal Fury 2 en Genesis qui sont sortis comme au Japon, qui ont des qualités, mais le Art of Fighting qui est sorti sur Mega Drive ou World Heroes qui est sorti en version Genesis également, les possesseurs de Neo Geo sont morts de rire en fait en voyant ces jeux-là. Par contre, Fatal Fury Special à l'époque, ils se disent ah ouais, ils ont quand même réussi à faire un bon petit truc et c'est pas mal, c'est de bon augure. Vous voyez, ils avaient carrément mis au dos de la boîte 32 mégas Fatal Fury Special. Voilà, avec une belle jaquette. Et ce jeu-là à l'époque, il était vendu plutôt cher, mais moins cher que Mortal Kombat et Dragon Ball Z2 Butoden en import. Je crois qu'il était vendu peut-être... j'essaye de me souvenir à peu près, mais en import, il était facilement à moins de 489 francs, quelque chose comme ça, à la sortie. En import, hein. Bien sûr, après, l'occasion, c'est toujours intéressant pour chacun. Mais j'arrive à récupérer, moi, ce jeu-là pour 350 francs. Encore une fois, chez Amilo Pro, d'occasion. Il arrive en occasion, je le prends direct. Parce que j'ai un pote qui l'a déjà. Et il fait partie de mes jeux à l'époque que je veux récupérer. Donc je sais plus si j'échange un jeu que j'ai déjà ou que je l'achète cash. Écoutez, je me souviens. Je fais une dédicace à mes potes du foot à l'époque avec lesquels je jouais en promotion d'honneur dans le 94. On avait fait également la Coupe Gambardella. On avait perdu contre Romainville au tour régional là. Avant de passer au tour national où on rencontrait les gros clubs j'avais 15 ans je crois que j'avais 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça. Et pour vous dire, j'avais utilisé mes primes de match. J'étais venu malade à l'entraînement. Malade, j'avais la grippe. J'étais venu malade à l'entraînement pour récupérer mes primes de match des semaines d'avant. À l'époque, on nous donnait un chèque qu'on mettait sur notre compte bancaire. J'avais un livret A, je mettais mon argent sur mon livret A. Et avec ma prime de match de 350 francs, on gagnait bien, hein, je vous dis, on avait des petites primes de match à l'époque. On était un club qui avait une certaine renommée dans le Val-de-Marne déjà. On avait d'ailleurs fait 2 finales de Coupe de Paris, une qu'on avait perdue contre Créteil et une qu'on avait perdue contre Le Perreux à domicile. Hein. La finale de la Coupe du Val-de-Marne se jouait chez nous. Pour ceux qui connaissent Sucy-en-Brie, voilà. On était une équipe assez renommée à l'époque. Et j'avais utilisé donc cette prime de match dédicace à mon pote Joseph, toujours avec qui je parlais de foot, il venait de Maison Alfort, je crois, à l'époque.
à l'entraînement et il me voyait arriver, j'étais blanc comme neige, j'avais pas joué le dimanche déjà d'avant et j'étais complètement fatigué. Je suis venu, j'ai fait l'échauffement, l'entraînement, j'ai joué à peine le match d'entraînement, etc. Et moi, c'était pourquoi j'avais des primes de match en fait, parce que j'étais surclassé en équipe senior pour jouer également le dimanche avec les seniors à l'âge de 15 ans. Et donc, j'ai utilisé cette prime pour m'acheter Fatal Fury spécial et je suis allé le lendemain à République chercher mon Fatal Fury. En ayant envie de vomir tout le... Non, parce que le truc, c'est que il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, dans les boutiques d'occasion, si vous n'allez pas récupérer le jeu qui est dans la vitrine, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Le jeu, il ne vous attend pas. Hein, il faut être le plus réactif, tout ça. Les gens savent de quoi je parle. C'est-à-dire que moi, on m'avait dit, avec un pote qui était allé sur Paris 2 jours avant, il y a Fatal Fury chez telle boutique. Et encore une fois, c'était à Milo Pro. Donc je vais récupérer ce jeu et j'étais extrêmement content. Et dimanche, je suis pas allé au foot parce que j'étais encore HS, mais entre temps, j'étais parti à Paris. Si vous voulez, la grippe s'était empirée, bien sûr, hein, avec mes bêtises. Mais bon, parfois, l'adrénaline et l'envie. Vous voyez à quel point on était toxico du gaming à l'époque. Enfin bref, on va passer à un autre titre. Alors ce jeu-là, tout le monde le connaît, Axolay. C'est un titre qui fait partie des jeux que j'ai acheté à la même période que Star Wings, que Super Star Wars. Des titres voilà, que je montrerai sûrement dans une partie 2. Et dont je parlerai, mais Axolay, voilà, ça c'est le titre qui réunit des potes qui n'aiment pas la console de jeu chez moi. Tout simplement parce que Axolay, le shoot'em up que t'as jamais vu ailleurs, une aventure incroyable avec un défilement, avec un rouleau que tout le monde croyait être un mode 7 à l'époque. Hein. Ouais, le mode 7, t'as vu, c'est génial sur Axolay, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Il y a un défilement, attention, hein, parce que le jeu change. À certains moments, il devient un jeu avec un scrolling horizontal alors que c'est vertical au début du titre et ça reprend de temps à autre. Et puis il y a des moments également, vous avez une progression de bas en haut à travers certains stages. Et pour vous dire, le niveau des armes qui sont toutes utiles par rapport à ce que vous devez faire dans l'aventure, ça c'est un truc en fait qui n'a pas été fait sur d'autres consoles. C'est-à-dire que par exemple pour détruire des pierres au premier niveau, vous êtes obligé d'utiliser une certaine arme qui fait un défilement de missiles sur les côtés. Les ennemis apparaissent à travers les nuages, à travers l'eau, à travers la lave. Voilà, regardez tout simplement la taille des boss qui sont énormes, qui prennent tout l'écran. Il y aura Super Star Wars et l'Empire contre-attaque qui prendront également des boss énormes dans un jeu de plateforme. Mais là, sur Axolay, le niveau de gameplay est énormissime. Alors vous avez la possibilité dans les options, avant que le jeu commence, d'aller modifier la vitesse de déplacement du vaisseau. Et ça, les gens ne le savent pas. Parce que, en effet, si vous laissez la vitesse par défaut, le jeu est un peu difficile. Par contre, si vous mettez une vitesse à 3 ou 4, là, en effet, le jeu devient très plaisant, très jouable. Sachant que déjà, le jeu a été optimisé pour la version 50 Hz. Alors moi, la version que j'avais à l'époque, c'était la version US, qui tournait beaucoup en occasion, la version 60 Hz. La version japonaise, je l'ai jamais pratiquement vue, disponible. Pour vous dire, sur Axolay, avant les niveaux, on peut choisir les armes que l'on veut pour faire l'aventure. Et vous voyez par exemple le deuxième stage qui a un défilement horizontal avec plusieurs plans à chaque fois derrière. Là on voit les étoiles, on voit les vaisseaux, on voit avoir des planètes, des ruines également, et puis des effets spéciaux à travers différents décors qui sont parfois interactifs. Alors faut pas rentrer dedans bien sûr pour exploser. Vous avez des ennemis qui viennent devant, derrière, en haut, et un challenge énorme suivant si vous mettez difficulté facile ou difficile. Il y a
beaucoup de choses qui sont reprises du côté des meilleurs shoots de l'époque hein, sur console 8 bits, dont le fameux R-Type qui restera une référence hein, pour plein de jeux qui vont arriver par la suite. ARM avait fait des trucs incroyables. Là, c'est Konami. Konami qui est habitué aux jeux de plateforme au final, hein, les jeux d'arcade également avec Sunset Riders et puis Turtle in Time que vous connaissez. Mais un shoot 'em up de Konami avec un défilement sur plusieurs plans, c'est une œuvre d'art. Moi je compare en fait ce Axelet à ce qu'on a eu sur la PS1 avec Highlander et puis Squaresoft hein, qui faisait des jeux d'aventure RPG tactique. Là on a Konami qui fait du beat'em all, de la plateforme et qui nous sort un shoot voilà, auquel personne ne peut penser ni imaginer dans le level design. Vraiment c'est... J'ai pas forcément besoin de faire la promo de ce titre là, mais pour moi c'était un must de l'avoir sur Super Famicom ou Super Nintendo US au début en 60 Hz bien sûr. Alors la version PAL, c'est pas que moi les versions PAL m'attiraient pas à l'époque, mais simplement le fait d'avoir une console Super NES US, j'avais envie d'avoir des jeux qui étaient en 60 Hz d'origine et pas utiliser l'adaptateur. Alors là, le jeu US, je le mets dans la console US, il n'y a pas besoin d'adaptateur, il marche tout de suite, il n'y a pas besoin de me demander si le... Parce que les vendeurs à l'époque vous disaient toujours, oui mais t'es au courant qu'il faut en effet avoir l'adaptateur. Je dis pas de problème, j'ai une console US. Et les gens ils me regardaient avec des gros yeux comme ça, genre t'as une console US, mais comment t'as fait, comment tu l'as eu? Bon après, je racontais que oui c'est un pote qui me l'a vendu d'occasion, il dit ah d'accord et tout. Et bien sûr, hein, j'avais pas acheté la console en Amérique, ni dans une boutique en Inde. Parce que les gens à l'époque préféraient avoir la console Super Famicom et puis la console PAL. Et les gens faisaient switcher déjà leur console. Alors pour vous dire, voilà, petite anecdote, j'ai ma console d'origine PAL que j'ai achetée après avoir revendu cette Super NES US. Je l'ai revendue fin 94, la Super NES US, et je l'ai revendue pratiquement le même prix que mon pote me l'avait revendu à l'époque. J'ai dû la vendre 600 francs je crois, avec un jeu et l'adaptateur et le transfo et les manettes à quelqu'un que je connaissais ou à Paris à une relation, voilà. Ce que je veux dire, c'est pourquoi j'ai revendu en fait cette Super NES US, c'est qu'à un moment donné, il y avait trop de jeux PAL qui étaient zonés, que j'aimais bien, donc je pouvais pas jouer à certains titres. Et il y avait de plus en plus de jeux également US difficiles à acheter et Super Famicom qui était un peu cher en occasion, donc j'avais envie de jouer à des jeux PAL qui étaient moins chers également d'occasion hein, avec le temps. Et puis il y a également l'arrivée de Donkey Kong Country qui ne fonctionne pas également sur la Super NES US, mais on n'en était pas encore là, hein. C'est à dire que moi si vous voulez, ce qui me fait vendre ma Super NES US, c'est l'achat de Samurai Spirit sur la version Super Famicom fin 94 en version import quand il arrive sur Paris, parce que ce jeu là en fait ne fonctionne pas sur une console autre que la Super Famicom à l'époque. Il y a un adaptateur qui marche, mais en plus de ça il ne marche pas sur la console US. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'achète une Super NES d'occasion. Alors là, la coque, c'est pas la coque d'origine, c'est une coque que j'ai changée et que j'ai mis sur une Super NES. Ma coque d'origine, je l'ai mise sur une Super NES qui était en moins bon état. Et j'ai mis cette coque qui était jaunie sur ma Super NES que j'avais à l'époque. Tout simplement pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, c'est que le mode 7 ne marche plus. Le mode 7 ne marche plus sur cette Super NES que j'avais d'époque, qui avait été switchée. Elle avait été switchée, il y avait la date qui était marquée, de la date de switch, je m'en souviens plus exactement. Avec voilà le petit clic là, le petit bitonio à l'intérieur, voilà qui est ici.
hein, pour 50-60 Hz. Je peux toujours jouer à mes jeux 50 Hz ou 60 Hz, hein, le Switch marche toujours. Avec les jeux d'époque, il n'y a pas de problème, mais que les jeux qui n'utilisent pas le mode 7. C'est-à-dire que le mode 7, je n'ai plus l'image qui s'affiche correctement avec des glitches. Et cela dit, j'ai essayé de réparer comme j'ai pu. Bon, le mode 7, hein, vous savez que c'est une puce, c'est un composant à l'intérieur, on ne peut rien faire. Cela dit, sur cette console-là, bah écoutez, je peux m'en servir pour jouer simplement à Wild Guns. Wild Guns, dont j'ai une copie, qui ne marche également que sur la console US, avec le Switch, sur la version PAL également. Je la récupère, la PAL, pour également jouer à des titres comme Turtle in Time, que je finirai, ça c'est mon jeu d'origine, hein, c'est Turtle in Time d'origine, que j'ai acheté à l'époque d'occasion chez notre ami Thomas à Stock Games, longtemps après. Je l'avais racheté d'occasion, mais je l'avais en PAL. Je l'avais en version PAL, bien sûr, sur la console, je l'avais pris d'occasion. Mais j'avais racheté en fin de collection la version loose US en 60 Hz, qui était beaucoup plus sympa. Mais pour vous dire, j'avais besoin de cette Super NES PAL pour avoir une facilité à récupérer des jeux sans me demander, tiens, est-ce que celui-là il est zoné, il est pas zoné, tout ça. J'en avais un peu marre de cette histoire parce qu'à un moment donné, il y avait plus de jeux PAL intéressants d'occasion que de jeux de Super NES US. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que moi sur ma console à l'époque, j'avais limé les côtés en fait du clapet. Il fallait simplement limer les côtés du clapet en fait pour rentrer les cartouches US. Donc voilà, pour revenir à ce titre-là du côté de Turtle in Time, tout simplement en fait, Turtle in Time, c'est un jeu qui te permet de pouvoir jouer à plusieurs, entre potes, et qui a pas du tout de prise de tête. C'est vraiment génial de pouvoir jouer à un jeu qui est hyper fun. C'est peut-être un des meilleurs jeux de la console en beat'em all, et même peut-être de toute l'ère. Allez, 8, 16, 32 bits. Un des meilleurs beat'em all. Pour vous dire, sur la Switch, c'est pas pour rien qu'ils aient refait ce genre de gameplay et de jeu sur une version avec la revanche de Shredder. D'ailleurs, la compilation Kawabunga reprend également ce jeu-là dans la compile. C'est un jeu qu'on a adoré, qu'on a fait entre potes et qui restera vraiment dans l'histoire du jeu vidéo comme un des meilleurs beat'em all adaptés également sur console 16 bits. Parce que c'est vrai que sur Mega Drive on a eu un très très bon jeu avec Hyperstone, mais là le Turtle in Time il te permet quand même de jouer de façon facile avec une console très performante. Dans mes souvenirs, il y avait très peu de gens qui avaient le Hyperstone et beaucoup de gens qui avaient le Turtle in Time. À l'époque, je veux dire, aujourd'hui ça peut vous paraître difficile peut-être d'évaluer et de voir ça, mais les gens préféraient jouer à Turtle in Time parce que plus de leurs potes avaient la Super Nintendo qui était une console qui venait de sortir, et puis surtout l'effet mode 7 avec les projections à l'écran, les zooms, les musiques, les couleurs, etc. Le Hyperstone était un peu plus dark et moins répandu déjà dans les foyers. Les gens achetaient les nouvelles consoles, les nouveaux jeux, et en fonction également de leurs amis. Donc je vous dis, hein, à part Aladdin vraiment qui a mis tout le monde d'accord pour la Mega Drive à un moment où les gens se sont remis à peut-être acheter des Mega Drive neuves et puis comment dire, des jeux en novembre-décembre 93. La console en hype à cette époque-là, c'est tout de même la Super Nintendo, et de plus en plus de foyers revendent des Mega Drive pour acheter de la Super NES. Ça reste 93, en fait, ça reste une période où au final il y a une rupture en fait dans justement l'attrait pour les nouvelles consoles, d'où la fameuse guerre des consoles qui vraiment
prend le pas dans les cours d'école sur, on va dire, les cartes Panini et les autres trucs. Les gens font la guerre entre Sega et Nintendo en parlant dans les écoles primaires. Non, le jeu il est mieux sur ci, il est mieux sur là. Et au final les commerciaux aux États-Unis, Sega et Nintendo font des pubs comparatives et on arrive à sortir les mêmes jeux parfois comme Tiny Toons. C'est la version Super Famicom que je récupère à Paris. Encore une fois chez Amilo Pro. J'y étais allé un jour d'école au lycée chercher ce Tiny Toons Super Famicom. Encore une fois, là je fais un échange avec je ne sais plus quel jeu d'occasion que j'avais pris entre temps. Là je vous parle vraiment des jeux qui m'ont marqué lors de mes achats, pour le meilleur et pour parfois des déceptions, dont malheureusement, je vous le dis la vérité, Tiny Toons Super Famicom. Tout le monde te dit ouais il est génial, etc. Sur Mega Drive il sort également. Mais bon, quand tu y joues, tu te dis ouais en effet c'est pas mal, c'est beau et tout. Moi à l'époque j'avais déjà joué à Quackshot, j'avais joué à Castle of Illusion, World of Illusion en décembre 92. Là on est en courant fin d'année 93 ou début 94 moi le jeu je l'ai pas tout de suite quand il sort, c'est pas un jeu que je récupère tout de suite. Donc en fait on m'a dit ouais il y a Tiny Toons qui est arrivé sur la Super Famicom il y a un petit moment, tu devrais l'essayer. Et d'ailleurs je crois que c'est un jeu de 92 à peu près. Et donc je le prends d'occasion. Il était déjà un peu cher. Je crois qu'il était peut-être à 250 ou quelque chose comme ça, 250 francs. Donc je prends ce jeu-là et je me dis ouais je vais passer un bon moment, y a pas de souci. Et j'avais pris le métro de Créteil, je me souviens, après le lycée pour aller à République. Ça m'avait pris quand même, vous savez, toutes les stations qu'il y a de Créteil jusqu'à Voltaire. Déjà quand t'arrives à Nation t'es content. Voilà. Cela dit, le jeu, je le termine, écoutez, en une après-midi. Alors, moi j'aime bien les Tiny Toons, je regardais comme tout le monde Télévisateur 2, je regardais Cyril Drevet avec les tests, tout ça. Là on est, dans mes souvenirs, on est quand même autour de 94 quand je récupère le jeu d'occasion, facilement. On doit être en fin d'année scolaire ou quelque chose comme ça, avant l'été. Et c'est un titre en fait où je m'attendais vraiment à quelque chose de... Alors peut-être en effet le fait que j'y joue pratiquement un an et demi après qu'il soit sorti, ça a joué beaucoup. Ça a joué beaucoup et je pense que j'ai pas été hypé plus que ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé les décors interactifs, c'est sûr, par rapport au labyrinthe que tu peux avoir. J'avais fait Tasmania sur Mega Drive que j'avais adoré, qui était vraiment dans le même genre. Mais là, le Tiny Toons, je sais pas, je suis resté sur ma faim. J'ai pas kiffé plus que ça. Moi, je pense que ce qui m'a plus énervé, en fait, c'est que mes potes me disent que le jeu était vraiment génial et que les magazines à l'époque te disaient que le jeu était excellentissime. Et quand tu le fais, quand même, c'est un plaisir de jeu qui dure 2 heures, c'est tout. Enfin, le jeu est beaucoup plus court que ça en vrai, mais tu vas y jouer pendant 2 heures pour pouvoir le terminer, le recommencer. Tu mets un jeu un peu plus difficile. Enfin, tu essayes de voir s'il n'y a pas des petits modes en plus et tout, des petits items cachés. Et il a fait partie dans mes souvenirs. Je suis désolé Edge, je m'excuse si jamais je casse ton délire par rapport à tes souvenirs, mais il a fait... Alors moi attention, je vous parle de ça. Juste avant j'ai eu énormément de jeux, dont Fatal Fury Special, dont Turtle in Time, dont Axolay. J'ai eu des gros titres très très lourds qui sont pas arrivés dans l'ordre de sortie que tout le monde a pu connaître quand ils ont eu la Super NES en 92 dès le début. Voilà. Alors, en France, avril 92, moi j'ai eu les jeux dans le désordre et je les ai pris par rapport à mon porte-monnaie et puis mes espérances. Donc voilà, ce jeu-là, je le garde 3 jours, je crois. Je le garde 3-4 jours et je le ramène pour monnaie d'échange à Paris parce que
Simplement, le fait que si tu gardes le jeu trop longtemps, il va baisser en valeur dans les vitrines à Paris. 50 francs l'échange dans une vitrine de même valeur, ou si tu prends un jeu à 200 francs, tu ne payes pas les 50 francs. Hein, chez Ami Le Pro à l'époque c'était comme ça. Donc je sais plus quel jeu j'avais récupéré par la suite, je pense que ça devait être quelque chose comme Lost Vikings, c'est possible, mais encore au niveau des dates, je suis pas extrêmement fixé, mais j'avais dû récupérer un jeu du style Lost Vikings ou autre. Sur cette je vous dis, on était environ en été 94, voire un peu plus, je sais plus exactement. J'ai pas forcément, je vous dis, refait les dates, j'ai pas de ticket de caisse, hein. Ne cherchez pas les tickets de caisse, les gars, à République, ils n'en donnaient pas. Et donc tu repartais avec ton jeu parce que le vendeur se rappelait de toi et que tu avais pris ci ou ça, et s'il y avait un problème, parfois, allez, à la limite, je me souviens que bon, t'avais des vendeurs quand les mères venaient, les parents demandaient un reçu, ils écrivaient sur un papier, ils mettaient un coup de tampon avec la date, etc. Et puis comme ça c'était une preuve d'achat en effet. Mais eux, de leur côté, c'est de l'occasion, c'est de la rentrée, de la sortie, il n'y a pas de suivi au niveau de l'occasion. C'est peut-être d'ailleurs ça qui leur a fait des torts par la suite au niveau fiscalisation, parce que je pense que la plupart des boutiques qui déclaraient pas forcément ce qui rentrait, ce qui sortait, c'était un petit problème tout de même. Pour vous dire, il y a eu des vices à un point où il y a des boutiques qui rentraient des jeux en état parfait, comme les Fatal Fury spéciales d'occasion, il les mettait en neuf. Et ça, après, si vous voulez, il faut expliquer. Hein. Il faut expliquer à ton contrôleur des impôts comment tu as fait pour vendre ce jeu en neuf alors que tu l'as jamais acheté à un fournisseur ni quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu pour ça qu'à un moment donné, il y a pas mal de boutiques qui ont disparu parce que l'argent, il y avait beaucoup d'argent qui circulait au black, on va dire. Hein. Donc ce qu'il faut dire, c'est que pour rester sur l'ambiance Super Nintendo, moi j'ai eu d'excellents jeux les 6 premiers mois. On fera une partie 2 où je parlerai justement des autres titres que j'ai eu de juin juillet 94 jusqu'à décembre 94. On parlera de ces jeux-là avec des anecdotes d'achat. Mais j'ai eu très très peu de déceptions. J'en ai eu quelques-unes, dont malheureusement ce Tiny Toons, qui n'est pas un mauvais jeu. Simplement, je pense que j'avais peut-être déjà trop d'expérience au niveau du gameplay pour m'intéresser à ce genre de titre que je pouvais finir facilement. Par exemple, Mario All-Star. Pour moi, c'est un jeu qui a été beaucoup plus difficile au niveau du gameplay. Hein. Ils ont refait tous les Mario, tout ça. Le jeu était vraiment très dur à terminer, très très long. Enfin, vous connaissez de toute façon les Mario. Tiny Toons, c'est vraiment pour un public très très jeune qui a du mal à jouer, qui a du mal à sauter, qui a du mal à réfléchir à les petites énigmes. Je pense que déjà les gens qui avaient Castlevania 4 et d'autres titres à l'époque étaient des personnes qui demandaient un gameplay plus réfléchi, avec un skill beaucoup plus prononcé et compliqué pour le joueur. Je donne rendez-vous pour la seconde partie des anecdotes. Allez, à bientôt!